Après l'informateur Augustin Kabouya, la première ministre Judith Souminois a démarré avec les consultations pour évoquer la formation du gouvernement. Le jeudi 11 avril dernier, elle a amorcé les discussions avec les personnalités politiques dont certaines sont membres du présidium de l'Union sacrée pour la nation. Peut-on espérer avoir un gouvernement dans le tout prochain jour, 4 mois après l'investiture du président de la République Félix Tshisekedi? Voilà la principale question à laquelle nous allons tenter de trouver des réponses au cours de votre émission Géopresse, une émission consacrée à l'actualité politique, économique et sociale du pays. Et j'ai ici sur ces plateaux de journalistes pour tenter de trouver la réponse à cette question, donc d'analyser la situation politique de l'heure. J'ai à ma droite, donc à votre gauche, Patrick Ilunga, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir également à mon co-débatteur Fiston Oleko. Voilà, donc Patrick Ilunga n'est pas seul, il y a à ma gauche ici, donc à votre droite, Fiston Oleko, journaliste également au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir aussi à Patrick Ilunga. Bonsoir. Voilà, merci d'être là sur ces plateaux pour analyser le sujet qui défraie la chronique. Les Congolais sont dans l'attente du prochain gouvernement. Ce sera le tout premier gouvernement du deuxième mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. 4 mois après, il n'y a pas encore de gouvernement, mais la première ministre est déjà là. Elle a été nommée le 1er avril 2024. Judith Souminois a démarré déjà de consultations avec les personnalités qui constituent la majorité au Parlement, puisqu'elle est aussi d'une majorité parlementaire dont l'UDPS est le premier parti avec plus de 69 députés. Patrick Ilunga, vous suivez de près cette actualité. D'après vous, déjà 4 mois après l'investiture du chef de l'État, les élections de décembre 2023, est-ce que c'est pas trop? Les Congolais ne meurent pas d'impatience. Bon, il faut dire d'abord que cela fait presque 3 mois parce que le président a été investi, si je ne me trompe pas, le 20 janvier 2024. 24 janvier, mais 4 mois après les élections de 2023. Si je me trompe pas, c'était le 20 janvier, voilà, 2024. C'était les élections du 20 décembre 2023. C'est vrai que ça fait ça fait quand même un moment assez... Bon, c'est un peu surprenant de la part de l'Union sacrée qui est... C'est vrai que c'est une famille politique hétérogène, mais ils se connaissaient déjà avant. La clé, c'est... Bon, le problème, c'était peut-être de savoir la clé de répartition des ministères. Maintenant qu'on sait qu'un ministère, 10 députés vaut un ministère, on a à peu près la clé pour savoir qui prendra quoi en termes de nombre de ministères, par exemple. Maintenant, on sait aussi que dans les ministères, le président de la République a les ministères des souverainetés régaliens, par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de Défense, Justice, tout ça. Je crois que ça sera partagé entre le président et l'UDPS. Je dis entre le président et l'UDPS parce que le président a la possibilité de nommer des personnalités aussi pour ce ministère-là. À peu près, je crois que je schématise un petit peu, le président devait avoir l'idée de la composition déjà du gouvernement. Là, c'est vrai que c'est la première ministre qui va agir, mais en harmonie avec la vision du président de la République. Donc, je ne vois pas pourquoi ça doit prendre autant de temps, sachant déjà que le premier ministre sortant est encore en place, donc il est en train d'être payé. Mais il gère les affaires courantes. Il gère les affaires courantes, mais il est payé. Le gouvernement qui est en place, le gouvernement sortant, a des prérogatives réduites, ce qui fait qu'on a des institutions qui sont un petit peu, qui ont une marge très réduite. Mais ça doit prendre combien de temps?
Pendant ce temps, il y a des urgences d'État qui attendent. Par exemple, il y a la paye des fonctionnaires, Oui. Il y a les urgences comme la guerre. Il y a beaucoup de choses qui doivent être gérées de manière, on va dire, qui doivent être regardées de manière pas avec les prérogatives réduites comme on a le gouvernement d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis en train de constater que nos dirigeants, en tout cas, ils n'ont pas la notion de temps. Parce que le temps, pour nous, ça va dire, ça joue même contre le président de la République, parce que le temps lui est très compté, il faut le dire. Quand vous suivez les forums des débats politiques aujourd'hui, il y en a qui commencent à cogiter sur 2028. Donc, le président n'aura pas le temps matériel qu'il faut. Bon, il aura peut-être le temps, mais il ne faut pas gâcher ce temps-là. Ce temps-ci, pour moi, c'est un temps qui est un petit peu gâché. Et si vous voyez, par exemple, la première ministre, elle est installée à l'hôtel du Fleuve, elle a déjà consommé près de 2 semaines, en tout cas 10 ou 11 jours déjà. Et il y a de l'argent aussi. C'est des frais qui sont dépensés. Donc, je crois que aussi longtemps que ça dure, ça joue en défaveur du pays et de la population. Fiston Leko, vous pensez aussi que les politiciens ou les politiques congolais n'ont pas la notion du temps? 4 mois, 4 mois après les élections du 20 décembre 2023, il n'y a pas encore de gouvernement. Et dans le rue de Kinshasa, on constate déjà que les Congolais meurent d'impatience de voir un nouveau gouvernement qui doit se mettre en action. Justement, c'est le contraire qui aurait étonné, parce que ça ne peut que être considéré comme que nos dirigeants n'ont pas la notion du temps au moment où nous sommes le 9 janvier et la CENI publie les résultats provisoires des législatives nationales. Et à partir de ce moment-là, moi je crois qu'il y avait déjà des choses qui se dessinaient. Donc on pouvait déjà imaginer avoir une base, et à partir de cette base-là, on pouvait bien évidemment avancer au moment où la Cour constitutionnelle aura à donner les résultats définitifs. Bon, il y a encore un élément ici que je vais ajouter sur ce que Patrick Lunga a dit ici. Il y a aussi le travail de l'informateur. L'informateur a fait un travail et le président de la République lui a reconduit. L'a reconduit justement. Ce qui veut dire que ce que tu as fait c'est bien, mais il faut aller loin. Et Augustin Kabouya est allé loin. Parce que quand vous lisez le communiqué, il est dit que cette fois-là, Augustin Kabouya a amené les éléments structurants. Et ces éléments structurants-là consistera à la formation du gouvernement, même aux objectifs programmatiques de chaque portefeuille. Donc on croit que Kabouya avait fait le gros du travail, et celui qui va venir, ou celle, comme c'est le cas aujourd'hui de Madame Souminois, n'aura pas la tâche lourde de pouvoir aller encore dans le travail. Voilà pourquoi même d'autres, certaines langues pensaient que Augustin Kabouya fait même le travail de formateur. Parce qu'il est allé loin au-delà de l'information. Il lui était confié la mission d'identifier simplement la majorité, mais là le chef de l'État lui avait demandé même d'aller au-delà, de pouvoir donner des éléments de la composition, des éléments structurants. Il faut aussi mettre un accent sur les mots, les éléments structurants de la composition du gouvernement, même les objectifs. Moi je ne vois pas pourquoi Judith Souminois aura encore beaucoup de temps à faire. Si on dépasse même 1 mois, ce sera très étonnant. Si on dépasse même 3 semaines, ça sera étonnant à partir du moment où tous ces éléments-là sont là. Et il faut dire que la République n'attend pas. Il y a des urgences, on parle de la sécurité, on parle de problèmes socio-économiques qui se posent au pays. Moi, je pense que l'urgence et la priorité, ce ne sont pas toujours des conciliabules politiques. Et c'est aussi de voir ce que le pays a comme priorité, ce que le pays a comme défi. Et ce que fait aujourd'hui la première ministre, j'ai un sentiment de, je ne sais pas, comme on dit en journalisme, elle est ready, c'est-à-dire il recommence, oui, elle refait ce que Kabouya aurait fait. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas accès au rapport d'Augustin Kabouya, mais on a l'impression que Kabouya a fait 2 consultations. La première ministre arrive encore
Elle est en train de faire encore des consultations. Ça fait 3 séries de consultations. C'est trop. Il faut quand même trouver une autre méthode. Il faut trouver peut-être une autre méthode. Mais on va suivre le président de l'UNC qui a été reçu, les membres aussi du présidium de l'Union Sacrée. Il s'agit bien de Vital Kamerhe qui a été reçu avec toute son équipe par la première ministre à Kinshasa, précisément à l'hôtel du Fleuve où est logée la première ministre. On va les suivre et puis on va revenir sur ces plateaux. Question de nous mettre un peu de l'eau dans la bouche pour continuer cette émission. Je tiens à réitérer mes félicitations à Madame la Première ministre, Souminois Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN, parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Il s'agit d'une femme qui a un background, pas seulement femme, mais une femme qui a un background. Mais elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec d'autres femmes, elle va travailler avec d'autres hommes, pour que l'équipe gouvernementale soit soudée autour des objectifs que le président a fixés. Et nous pensons que notre pays, avec toutes ses ressources naturelles, humaines, avec Madame Souminois, si effectivement nous lui donnons tous la chance de gouverner sans beaucoup d'interférences, elle va apporter les choses. Voilà, nous venons là de suivre le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui a déclaré au sortir de l'entretien avec la première ministre que si, je cite, si nous donnons la chance de gouverner à Madame Soumina sans interférence, elle va apporter le changement. Patrick Ilunga, on a suivi Vital Kamerhe, qui est d'ailleurs vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale sortant du gouvernement Sama Lukonde II, mais son parti a déjà, qui a aussi des alliés, constitue aussi a aussi un poids politique important au sein de l'Union Sacrée. On apprend que l'UNC c'est plus d'une quarantaine de députés et aussi elle pourra avoir 7 ministères. Déjà, quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que la clé de répartition, elle doit être claire dans la tête de la première ministre, parce qu'on sait déjà qui a combien de députés. Là, c'est très clair. Mais au-delà de ça, moi je pense, bon, c'est peut-être dommage pour nous, hein, c'est un peu la politique de partage de butin. Une fois qu'on a été à la chasse, on a notre butin, on commence à le dépecer comme ça. Mais est-ce que c'est cela qui va faire réussir le président de la République? Parce que moi, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il faut consolider les acquis comme il avait dit, ou est-ce qu'il faut amener une politique de rupture? Parce que là, on va mettre peut-être des gens avec des visages différents, peut-être, mais c'est la même politique qui va continuer. Voyez-vous, nous, UNC, nous, PPRD n'est pas là, nous, UDPS, nous, tel parti. MLC, mais Vital Kamerhe a dit une chose importante. Je vois les personnalités qui reviennent sur la compétence de la ministre. Moi, je crois que ce n'est pas ce qui manque, la compétence. Les Ilunkamba, tous les ministres, les Badi Banga peut-être aussi. En tout cas, je vais en compter une dizaine ici. Ce sont des gens compétents en termes de diplôme. C'est quelqu'un qui a un background, qui a un vécu en termes de peut-être de gestion ici et là. Mais ce n'est pas ça qui va compter. Vital Kamerhe dit quelque chose d'important. Elle peut bien gérer s'il n'y a pas d'interférence. Oui. Parce que derrière elle, parce qu'elle est la première ministre, donc le chef de tous les ministres, mais il y aura
des caciques ou bien de grands caïmans de la politique qui viendront peut-être de l'UDPS, même si on ou d'un autre camp politique. Ou d'un autre camp politique. Bon, c'est le même camp, ou de notre parti politique. Même si on la présente comme membre de l'UDPS. Mais je ne la vois pas avec un très grand poids politique, plus que les Peter Kazadi dans la même UDPS. Voyez-vous, est-ce que tous ces gens-là vont pouvoir obéir et obtempérer, s'inscrire dans la vision de la première ministre? Parce que ici on dit la vision du président, c'est bien, mais le programme qui va être validé à l'Assemblée nationale, c'est censé être le programme de la première ministre ou bien du premier ministre. Voyez-vous, est-ce que ces gens-là ne vont pas être le contre-pouvoir un petit peu dans le gouvernement? Je ne parle pas des gens en termes de telle personne, j'ai dit simplement des grands caciques, par exemple, quelqu'un qui vient, si par hasard, vous avez Vital Kamerhe dans le gouvernement, c'est quelqu'un qui pèse, n'est-ce pas? Est-ce que Judith Suminwa aura les épaules pour faire justement, on va dire, aligner toutes ces personnalités? Là, c'est une grande problématique, à mon avis. Et puis, au-delà de ça, on peut bien changer les personnalités. On a mis Judith Suminwa, on a mis tel, oui, c'est bien. Mais est-ce que la politique, le système lui-même va changer? Parce que les grands défis, je crois, vont rester les mêmes. Quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il y avait les défis, par exemple, du chômage. Aujourd'hui, ce défi est entier. Il y avait le défi, par exemple, de la diversification de l'économie. Ce défi-là est entier. Il s'est ajouté le défi de la guerre. Il s'est ajouté, le défi, par exemple, du pouvoir d'achat. Comment redonner aux Congolais leur pouvoir d'achat? C'est un défi qui est là depuis beaucoup d'années et qui reste entier. Je crois que ce sont là les nombres de choses auxquelles il faut s'attaquer avec une autre façon de faire. À mon avis, l'autre façon de faire, ce serait peut-être commencer déjà à réduire le train de vie des institutions. C'est vrai que le gouvernement n'est pas l'autorité budgétaire. Les lignes budgétaires sont définies au Parlement, mais c'est le président de la République qui signe pour que le budget ou bien la loi de finances soit une loi, justement. Donc, je crois que le président de la République, étant chef de l'exécutif, il a la possibilité d'imposer justement la politique de réduction du train de vie des institutions. Parce que, voyez-vous, on peut nous dire, par exemple, 16 milliards de dollars comme budget. Ok, 16 millions de dollars, mais je crois que 98% vont dans la consommation en termes de masse salariale, voyez-vous, avec tout ce qu'il y a comme au Parlement, on parle des invisibles. Est-ce que la première ministre peut proposer aussi un nombre de membres qui vont composer le gouvernement? Je crois que ça doit être le signal fort. On apprend des sources peut-être informelles que le gouvernement Lukonde, c'est autour de 58 ministres. Mais il semble que Judith Suminwa, ça va être un peu moins. Il y a certaines indiscrétions, on parle de 50. On parle de 50, une cinquantaine en tout cas. 50, 58, il n'y a pas grande différence. Une cinquantaine en tout cas. Mais c'est ça que j'appelais la politique de partage de butin. Dans d'autres pays, pour réduire le train de vie dans d'autres pays, pour réduire le train de vie des institutions, on met ensemble, par exemple, le ministère de Finances, ministère du Budget, ministère de l'économie, en un seul ministère, par exemple. Ça peut se faire. Mais comme on va continuer avec la politique de partage de gâteaux, on va les disperser comme ça et ça va coûter cher à Madame Suminwa. Pas à Madame Suminwa, au pays. Moi, je disais, par exemple, qu'il faut commencer par changer la politique. On a beau changer, on a mis une femme. Pour moi, ça ne peut pas être un débat. Qu'on mette une femme, qu'on mette un homme, on doit mettre quelqu'un de compétent. Madame Judith, selon les témoignages, elle est compétente. Maintenant, changer des politiques, c'est là que j'étais en train de les lister. D'abord, réduire le train de vie des institutions. Mettre en place une politique d'investissement aussi. Le budget qu'on produit là, en tout cas la production des richesses, va dans la consommation. Mais est-ce qu'on ne peut pas commencer par ça?
Et puis, autre chose, nous dépensons des milliards dans la consommation. Je prends deux denrées, simplement. Les surgelés et les céréales. C'est des milliards. Alors qu'on peut s'éviter justement ces genres de dépenses en une année. C'est faisable et c'est possible. Je crois que ça aussi, c'est... On se rappelle par exemple du feuilleton de 6 milliards dépensés pour les poissons chinchards et les autres surgelés. 6 millions de dollars, excusez-moi. On se rappelle aussi du feuilleton de maïs qu'on a tenté d'importer via la Zambie et qui devenait un sujet politique ici. Le sujet a été politisé. Ce sont là des problèmes. Et puis la problématique peut-être de francs congolais. Il faut arrêter la saignée et redonner le pouvoir d'achat. Voilà. Donc, et puis l'autre défi, comment le gouvernement doit continuer avec la subvention des produits pétroliers. C'est un domaine très structurant et le gouvernement doit continuer justement à se saigner un peu la poche parce que si jamais ils arrêtent, c'est des millions de dollars, hein, si jamais ils arrêtent avec cette subvention, là c'est le social qui va partir en vrille. Je crois que ce sont là les défis et il faut peut-être changer la politique au niveau des défis que j'ai énumérés là. Cette politique ne peut réussir que si on met fin à la politique du partage du butin. Le partage du butin, et puis on ne peut pas faire la même chose, même avec des figures différentes, on aura les mêmes résultats. Et je crois que il y a beaucoup d'intelligence dans le gouvernement pour pouvoir comprendre ça. Fiston Leko, est-ce qu'on est face à cette réalité, le partage du butin, le partage du gâteau? Est-ce que on n'est pas encore sorti de cette mentalité? Est-ce que l'experte Judith Suminwa va encore s'embourber comme on a connu par le passé avec d'autres premiers ministres dans cette même politique et on aura un gouvernement mastodonte, beaucoup de ministères et bon finalement et puis rien ne sera fait concrètement sur le terrain? Oui, malheureusement, nous sommes dans un système politique où ça ne devrait que être comme ça. La Constitution consacre que le chef de l'État va régner mais ne gouverne pas. À un moment donné, il a aussi une mainmise dans le gouvernement, ce qui fait que c'est lui qui nomme le gouvernement. Mais avant, il faut déterminer ou identifier une majorité et tout ça là, ce sont des textes qui sont rigides, écrits, mais la faisabilité sur terrain, c'est ce qui pose problème. C'est justement la cause de tout ce que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans un pays, il faut le reconnaître, où tout est politisé à outrance. Et pour certains, d'ailleurs, l'activité principale, c'est la politique. Et des noms qui sont cités depuis 1997, ils sont pas chefs de d'entreprise. 1980, vous ne l'écouterez jamais ou ne l'entendrez jamais. On parle de lui en termes de, je sais pas, chef d'entreprise, en termes d'une expertise quelconque. Il y a même de ceux-là qui sont des grands noms au Congo, mais on ne sait même pas quel est vraiment son domaine. Donc s'il ne fait pas la politique, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, il est dans le chômage. C'est ça. Donc l'activité principale de beaucoup de gens, c'est la politique. C'est vraiment comme, je ne sais pas, comme on disait souvent, à un moment donné, le terme était en vogue, le carriérisme au sein de la classe politique. Ce sont des carriéristes. Des carriéristes. Pour compléter un petit peu, Fiston, si vous permettez, et même ces gens-là, quand vous le voyez un peu dans les activités académiques, c'est juste un semblant pour se donner un poids politique. Voilà. Donc, ils cherchent même les diplômes des doctorants, ça commence à se distribuer comme ça, politiquement motivés. Donc, c'est le malheur que nous avons dans ce pays. Mais je vais revenir un tout petit peu sur les chiffres. Vous savez, cette question ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la constitution de la Troisième République de notre pays qui a emmené ça, ou bien c'est simplement l'homme politique congolais dans son goût vert, dans sa gloutonnerie, veut toujours gagner plus et être là toujours en politique parce que c'est un secteur qui rapporte. Vous allez comprendre que par exemple les ministres ou le premier ministre qui a battu le record des membres du gouvernement, c'est Sami Badibanga. Là nous sortons des concertations. Comment on l'appelle, les dialogues de centre interdiocésain. Kodjo. 67 membres du gouvernement. Chibala, c'est un centre interdiocésain.
Centre terre de justement, Saint-Sylvestre. Nous avons le gouvernement Ilunga Ilunkamba avec FCC Cash, 65 membres du gouvernement. Et en troisième position, nous avons le gouvernement Gizenga, qui avait d'abord 60 membres, après le deuxième à 44 membres. Nous avons le gouvernement Chibala, 58, gouvernement Mozito, 53, gouvernement Sama, 56, et c'est lui qui a, on va dire, c'est pas bon élève ou mauvais élève, c'était Matata Pogno avec le premier gouvernement qui avait 36 membres, et le deuxième avec 48. C'est là où nous avons vécu une période où l'enseignement supérieur et primaire chapeauté par un seul ministre, économie, il y avait vraiment cette structuration qui donnait quand même de l'espace dans la gestion des fonds de l'État. Et vous allez voir même le ministère du Sport était ensemble avec jeunesse et culture. Et culture, oui, oui. C'était comme ça, oui, l'urbanisme et habitat. Oui, oui. C'était il y a des affaires foncières comme ça. C'était le même ministre. C'était le même ministre. Habitat, urbanisme et aménagement. Et l'aménagement, c'était d'ailleurs un service au sein du ministère des Affaires foncières, je crois. Donc vous voyez, donc nous sommes à un point où l'appétit au poste et au dividende politique a atteint un niveau. Même pour avoir 58 qu'on a eu ici, c'était après beaucoup de bagarres avec Samuel Konde, bien évidemment. Parce qu'on sortait des 60 quelques avec Ilunga Ilunkamba. Oui. Pour avoir ces 58, il fallait que le chef de l'État tonne et mette des limites pour que nous ayons cela. Donc moi je crains que nous revenions, ou soit nous fassions de ce qu'on appelle de statu quo avec Judith Souminois, parce que ce sont d'abord de mêmes personnes, des mêmes forces politiques. Il y a d'autres, quand j'ai parlé des personnes, peut-être il y a d'autres qui n'ont changé que de partis politiques, mais ce sont des mêmes personnes qui ont, on va dire comme ça, les mêmes logiciels, et ils fonctionnent comme ça. Ça sera un tout petit peu compliqué pour elle, mais aussi pour le président de la République, parce que c'est à lui que revient le dernier mot de pouvoir changer, alors que, d'ailleurs, Patrick Ilunga est revenu longuement ici sur les défis qui nous attendent. C'est le président qui nomme. Justement, c'est lui qui nomme. Va proposer, et puis le chef de l'État va nommer par son pouvoir discrétionnaire. C'est ce que il y a, alors qu'à côté, il y a beaucoup de défis. On parle toujours, si vous suivez même les premières interviews de ces membres du Présidium qui ont vu, du Présidium de l'Union sacrée qui ont vu la Première ministre, c'est toujours soit on encense la Première ministre, soit on parle de félicitations, elle va réussir. Personne ne parle pays, personne ne parle programme, personne ne parle comment le pays va être géré pour satisfaire aux desiderata. Là c'est faire les yeux doux. Justement, nous sommes dans la politique politicienne de chercher toujours des avantages auprès de celui qui est promu. Donc malheureusement, moi et permettez-moi d'être un tout petit peu sceptique. Je pense que nous sommes toujours dans la case départ et c'est difficile qu'on change si on ne change vraiment pas à l'homme congolais. Mais est-ce qu'on peut voir ces gouvernements aussi dans 2 ou 3 jours, dans une semaine? C'est impossible. Non, peut-être fin avril si ça arrive tôt, peut-être. Justement. Je crois que pour l'instant... Il doit être aussi investi par l'Assemblée nationale. Voilà la double équation, mais moi je pense que ça peut être aussi géré très très vite, du fait qu'à l'Assemblée nationale, à mon avis, il faut simplement que le chef de l'État définisse peut-être le ticket, premier président, premier vice-président, tout ça, parce qu'on ne peut pas se cacher, le président il est au-dessus de la mêlée, oui, en tant qu'institution, mais c'est le chef de la majorité parlementaire. Donc c'est sa majorité à lui. Donc quand il est dans sa peau d'homme politique, il est le chef de la majorité, il doit pouvoir définir le ticket. Et je crois que même le Modeste Bahati qui est député, je crois qu'il a été élu député, il avait dit qu'une fois que le président définit par exemple qui sera candidat pour l'Union sacrée, nous allons nous aligner. Là, Augustin Kabouya a annoncé son retrait de... Oui, parce que le poste de... Si il avait par exemple s'il avait été candidat par exemple pour le poste de premier vice-président, ce poste-là lui aurait imposé un certain devoir de réserve. Or, on sait aussi qu'avec l'UDPS, il faut parfois aller au charbon comme ça. Et Augustin Kabouya a choisi de rester au parti pour se donner la liberté de faire ce qu'il fait toujours. Mais je crois,
au niveau de l'Assemblée nationale, ça devrait se faire vite. Même si on a l'impression que ça bloque, oui, ça bloque en effet, mais si le président décide par exemple que cette semaine, faites-moi le calendrier, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce qu'il y a séparation de pouvoir, normalement. Hein? Pouvoir législatif, le président est dans l'exécutif, mais je reviens aussi... le président est chef c'est vraiment politique. De la majorité. Politiquement, c'est lui qui agit, c'est lui qui décide. Ouais, c'est lui, on ne peut pas se cacher. Donc s'il dit par exemple que cette semaine, je vais avoir le calendrier, par exemple, de l'élection du bureau définitif, je crois que ça va se faire très très vite. Et là, le gouvernement, comme on disait avant... hors caméra, ce n'est pas... C'est vrai que c'est lié, mais ce n'est pas ce qui bloque Judith Soumina en tant que telle, parce qu'elle doit former le gouvernement d'abord, et le gouvernement sera investi justement à l'Assemblée nationale par le bureau définitif. Mais ça peut se faire très vite à l'Assemblée nationale, je crois, même si ça traîne, mais en une semaine, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais là aussi, à l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée, on a comme l'impression que les ambitions grandissent très vite même. Il y a ceux qui étaient même au bureau de... La gloutonnerie dont parlait... Mais est-ce que ça peut aussi inspirer confiance, ça peut aussi... nous faire croire que les choses vont aller bien au niveau de l'Assemblée nationale avec toutes ces ambitions, parce qu'il y a blocage, ils n'arrivent pas à se décider. Justement, moi j'ai voulu revenir un tout petit peu à ce que nous disions ici par rapport au blocage. Et après analyse, j'ai commencé à comprendre que en dernier ressort, c'est le chef de l'État lui-même qui bloque. Bon, je vais essayer de démontrer. C'est lui qui doit décider du ticket. Mais c'est lui aussi qui a autorisé au gouvernement d'expédier les affaires courantes. Et ce qui fait que même au niveau du gouvernement, parce que les membres du gouvernement aujourd'hui, ceux qui sont élus, ils sont au nombre de 25, leur mandat électif au sein de l'Assemblée nationale est en veilleuse. Donc, on ne peut pas aussi empêcher des gens qui sont au gouvernement d'avoir des ambitions au niveau du Parlement. Et aussi longtemps que le chef de l'État n'a pas encore défini ce ticket, aussi longtemps que le gouvernement n'est pas encore sorti, le nouveau, c'est-à-dire que ceux qui sont en train d'expédier les affaires courantes attendent toujours. Peut-être que le chef de l'État a une carte au sein des membres ou parmi les membres du gouvernement. Donc, ce qui fait que moi, je pense que ce qui doit être fait maintenant, c'est d'abord que le gouvernement sorte, les membres du gouvernement qui sont élus se libèrent, ils n'ont plus d'empêchement pour exercer leur mandat au niveau de l'Assemblée nationale. En ce moment-là, on aura justement décompté la situation de l'Assemblée nationale. J'imagine comme ça. Parce que la mise en place ou l'installation du bureau définitif, je pense que ce n'est pas les blocages du gouvernement. Mais ils peuvent se libérer qu'en ayant fait la remise et reprise avec justement le nouveau gouvernement qui aura été investi déjà. Ça aussi une autre équation. Donc moi je pense que c'est le chef de l'État aujourd'hui qui bloque au niveau de l'installation du bureau définitif. Le gouvernement Soumina risque de commencer les travaux en juin. Justement, ce sont des calculs politiques qui se dessinent maintenant. Ça va être un peu compliqué. On va aller jusqu'à mai. La machine elle est lourde alors. Ce sera probablement au mois de mai. Et si on a la malchance d'avoir des novices dans le gouvernement, le temps qu'ils s'imprègnent des dossiers, voilà. Le temps qu'ils commencent à faire des décisions. Un jour, le ministre des hydrocarbures a dit comme ça devant la presse que non, j'ai appris ce secteur 2 semaines. Ouais. Donc j'ai fait 2 semaines pour apprendre rapidement un secteur. Est-ce que dans 2 semaines aussi... Non, on n'apprend pas. Non, on apprend les concepts, on apprend... Les concepts, tout simplement. Mais les grands dossiers comme ça, il faut vraiment que vous ayez beaucoup de temps. Donc c'est ça les problèmes. Alors revenons maintenant à la question que vous m'aviez posée concernant les ambitions. Et il faut dire que c'est déjà, on va dire que c'est vraiment une bataille à distance. Déjà au niveau même du présidium. Justement, parce que ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, pressentis ou leurs affidés disent clairement que nos chefs ont l'ambition de briguer un mandat au niveau de l'Assemblée nationale, sont connus, c'est Vital Kamerhe et Pépé Mbosso. Donc, ce qui fait que Mbosso s'est on parle un peu de Bahati aussi. Ouais.
on parle aussi des BAT, ça aussi une autre carte. Même si devant, dans On la dit face, rien. il dit bon, on va s'aligner, mais oui. il a l'ambition. Et tout cela, voilà pourquoi je reviens à ce que je disais, c'est le président de la République qui bloque. Parce que vous savez, on a lu, nous trois, ici sur ce plateau, le livre de mémoire de le vieux Alexis Tambwe Mamba. Moi, j'ai lu une partie où il expliquait comment il est arrivé à la tête du Sénat avec FCC Cash. C'est qui faisait des bruits, c'est Bati Lukwebo qui faisait déjà les bruits. Tout le monde savait que c'est Bati qui va briguer ce poste-là. Mais un jour, il dit, c'est le chef de l'État qui l'appelle, Joseph Kabila. Il était chef de l'État en train d'expédier les affaires courantes, mais quand même, c'était quoi? C'était la période après l'investiture de Félix Tshisekedi au premier mandat. Mais il a fallu quand même qu'on se définisse certaines comment ça va fonctionner, certaines institutions, notamment le Sénat qui revenait au FCC. Et c'est lui-même le chef du parti politique du FCC qui l'appelle. Moi, je vous vois bien être le président du Sénat. Et c'est comme ça que ça s'est fait depuis que le Congo est Congo, République démocratique du Congo, depuis 2006. C'est toujours le chef de la majorité qui, là, c'était un peu atypique parce que les chefs il y avait deux chefs de la majorité, mais pour le FCC, c'était Joseph Kabila qui décidait. Et c'est Joseph Kabila qui a décidé que le Sénat revienne à Alexis Tambwe Mamba. C'est ce que nous voyons maintenant. Mais aujourd'hui, Mbosso se targue de sa fidélité et de son caractère un peu offensif face à tout ce qui dérange le pouvoir. Et sa loyauté aussi. Vital Kamerhe se targue de son expérience, mais aussi de son poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Il a autour comme vous avez dit, 40. Ici, on met avec son PCR, oui. Bien que c'était une initiative, on va dire, un peu mornée, parce qu'on n'en tient plus compte, oui. Quand on fait les comptages ici. Il était autour de 100. Donc, il y a aussi, on accuse Vital Kamerhe d'avoir des ambitions politiques pour 2028. Bon, moi, je ne vois pas les mal. C'est un politique. Il peut avoir, bien évidemment, ses ambitions. Mais c'est déjà une bataille réelle qui s'est déjà installée au sein de l'Assemblée nationale. C'est le président qui peut décider c'est seul le président de la République qui est loyal ou celui qui a de l'expérience. C'est lui-même qui sait. Jojo Moulamba. Encore, pardon, un élément, c'est que, vous savez, les accords de Nairobi avec Cash, Vital Kamerhe devrait normalement avoir la primature, mais pour le second mandat, le poste est déjà ravi par Madame Soumouina. Donc, il ne peut que espérer un mandat au sein de l'Assemblée nationale. Autrement, bon, je ne sais pas, au sein du Parlement, autrement, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Voilà, bon, je crois que s'il faut ajouter un petit commentaire sur ce que Fiston a dit tout à l'heure, en réalité, lorsqu'il dit que Mbosso se targue de la loyauté, mais en réalité, dans l'esprit même de ceux qui ont mis en place la démocratie avec pouvoir, un peu séparation de pouvoir, le Parlement n'est pas censé s'aligner derrière le chef de l'État. Non, le Parlement est un petit peu... C'est vrai que c'est une harmonie un peu complexe, mais ils doivent être en harmonie, c'est ce que je veux dire. Mais le Parlement est un petit peu le contre-pouvoir de l'exécutif, un petit peu. C'est-à-dire il contrôle, il peut sanctionner, il est là pour recadrer un peu l'exécutif. Il ne faut pas s'aligner comme ça, parce que le chef de l'État... Moi, je vous ai dit ici, ce que nous devons gérer, c'est les logiciels congolais. Voilà. Nous avons un problème au niveau du cerveau. Voilà. Donc les gens... Quand on est député, on pense qu'on est député pour le chef. Alors que vous êtes la représentation des intérêts de la population. Vous voyez, c'est ça le grand problème. S'il faut aller en guerre, entre guillemets, avec l'exécutif pour les intérêts de la population. Vous devez y aller, c'est légitime. Voilà. Je crois que malheureusement, c'est pas ce que nous constatons. Il y a des députés qui convoitent le poste ministériel et qui sont députés, mais ils veulent occuper des postes ministériels, abandonner le Parlement, on ne sait pas à qui. Voilà, Jojo Moulamba, autre chose, c'est que, bon, là c'est ma lecture à moi, je peux me tromper, je sens que le président de la République serait quand même à l'aise avec des gens, entre guillemets, un peu faibles à la tête des institutions. Quand je dis faible, c'est-à-dire, par exemple, la première ministre, elle est forte intellectuellement, en tant qu'économiste, mais politiquement,
elle est un petit peu faible comparée à des Vital Kamerhe, par exemple. Et le président serait Elle a quel soutien politique, elle aussi? Bon, elle est officiellement membre de l'UDPS. Officiellement. Officiellement membre de l'UDPS. Mais si le président se fonde sur l'expérience Ilunkamba, où il y avait il n'était pas chef de parti, mais il y avait quelqu'un qui commençait à faire un petit peu le contrepoids du président. Quand le président fait ceci, lui aussi se rend à la RTNC pour faire cela. Le président ne veut pas justement vivre cette expérience-là. Et au Parlement aussi, je pense que ça doit être un petit peu au coin de la tête de quelqu'un ou bien de certaines personnes au niveau de la plus haute instance, bien à la présidence, de ne pas revivre l'expérience Joseph Kabila et Vital Kamerhe, oui. où Joseph Kabila avait par exemple autorisé l'entrée des quelques troupes rwandaises pour traquer les FDLR, mais Vital Kamerhe officiellement avait un petit peu désavoué cette politique-là, disant que je n'étais pas informé. Ça a dû créer le principe ça a dû créer la crise qui a été à la base même de la naissance de l'UNC. Donc, je crois bien que dans la tête de certaines personnes, on veut avoir des gens un petit peu faibles politiquement à la tête de toutes les institutions. Ça sécurise un petit peu le climat dans l'ensemble, le climat politique dans l'ensemble. Parce que imaginez, vous avez un président de l'Assemblée nationale très fort. C'est la deuxième personnalité du pays. Même si le dauphin du président, c'est le président du Sénat, constitutionnellement parlant. Donc, et à la tête du Sénat, et à la tête de l'Assemblée nationale, et à la primature, je crois que politiquement, on veut avoir des gens un petit peu soit faibles, soit très loyaux. Fiston Leko, est-ce qu'on ne risque pas aussi de vivre le même scénario comme que le PPRD avait mis en place, c'est-à-dire il y a un président qui est du PPRD, il y a un premier ministre qui est du PPRD, un président de l'Assemblée nationale du PPRD, un président du Sénat aussi du PPRD, avec l'IDPS, ces scénarios ne sera pas... Bon, en politique, moi je pense que tout est possible, ça va dépendre... Mais au Sénat, il n'y avait pas quelqu'un du PPRD, hein, si Sénat, c'était le vieux Kengwa Dundu. Ok, excusez-moi. Il était de l'opposition républicaine d'ailleurs. Mais en politique, tout est possible, ça dépendra parce que nous sommes dans une coalition. Quand on vous donne tout ça, et qu'est-ce que vous donnez aux partenaires en retour? Parce que c'est ça la grande question. C'est ça qui, on lise tout. Ce sont des négociations et des intérêts des autres qui viennent avec des objectifs un tout petit peu plafond. Et il faut quand même les rabaisser et puis continuer les discussions ou bien faire avancer les choses. Parce qu'à chaque moment, il faut qu'il y ait d'abord des discussions très intenses et la décision du chef vient concernant les intérêts pour baliser un tout petit peu ou soit alléger un peu les choses. Donc, cette possibilité, il est difficile bien évidemment, mais ça ne peut pas aussi faire un problème si en retour, vous donnez quand même à vos partenaires quelque chose qui valent justement à leur poids politique, quelque chose qui valent aussi à leur on va dire, loyauté à vous, parce que vous faites équipe, vous travaillez ensemble. Et puis on a vu comment ils se sont battus pendant la campagne quand même. Ils se sont battus pendant la campagne. Voilà, c'est par ces réponses que nous mettons un terme à Géopresse d'aujourd'hui qui s'est intéressé essentiellement sur la problématique de la formation du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa a déjà démarré les consultations pour évoquer la formation de ces gouvernements qui sera l'étau premier du deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ces gouvernements devra être nommé par le chef de l'État et investi par l'Assemblée nationale qui doit aussi avoir dans quelques jours son bureau définitif. J'ai dit merci à Patrick Ilunga et aussi à Fiston Leko pour leurs analyses pertinentes. Aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Eddie Diakanoa, John Mukendi, merci pour le travail de la régie Stani Samba. Et aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir pour vous présenter Géopresse.